Le face-à-face. Et donc aujourd'hui, André Berkoff est en face-à-face avec Nicolas Hazard, qui est fondateur du groupe INCO, spécialisé dans l'économie sociale et solidaire, et qui nous présente ce livre, Le bonheur est dans le village, aux éditions Flammarion. Et oui, et Nicolas Hazard, et c'est bien parce que le bonheur n'est pas que dans le pré, comme dit une certaine émission de télévision très populaire et à juste titre. Non, moi ce qui m'a beaucoup plu dans votre livre et que je recommande bien sûr, d'ailleurs de toute façon je dis aux éditeurs de Sud Radio, ici on ne parle que des auteurs et des livres qu'on recommande. On ne va pas perdre son temps à parler d'un livre qui n'a aucun intérêt ou qui ne nous intéresse pas. Voilà, c'est très clair, comme ça au moins on sait. Alors, c'est vrai que voilà, on parle de Covid, on parle de trappe, on parle de l'intégrisme, on parle du fanatisme, on parle du vaccin, et on se dit alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on reste, on s'enferme et on ne fait plus rien et on hiberne comme ça dans nos tabous et dans nos interdictions. Non, effectivement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle aujourd'hui de la mondialisation. Elle est plus très heureuse, hein, elle est plutôt foireuse en ce moment, mais enfin, avec des bons côtés. Et puis on parle des métropoles mondialisées, on dit voilà, l'avenir il est dans les métropoles mondialisées, le reste, écoutez, parce que c'était ça, Guy Lui, pour le dénoncer, disait qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un plan social massif, tous les gens qui ne sont pas dans les métropoles, on va pas vous laisser mourir de faim, mais écoutez, vous ne servez plus à rien, donc voilà, ne nous embêtez pas, restez chez vous. Et vous dites exactement le contraire, c'est par là que ça va commencer. Alors expliquez-nous d'abord pourquoi et comment vous avez découvert cet état de fait. Merci beaucoup d'ailleurs de parler de ce sujet, de m'inviter pour effectivement parler des campagnes, parce qu'on n'en parle pas toujours suffisamment. Et puis moi j'avais envie de prendre le contre-pied et de montrer que effectivement on est en face d'une quintuple crise économique, sociale, environnementale, démocratique. Enfin voilà, on est tous un peu plombés. Mais pour autant, moi je suis extrêmement optimiste et j'avais envie de partager cet optimisme pour montrer qu'au contraire, il y a des solutions qui existent, il y a des choses qui se font et que le monde de demain, aujourd'hui, la manière dont il est préfiguré, il y a des choses qui se font, et particulièrement à la campagne et dans la ruralité. On a l'impression que la ruralité, c'est rétrograde, il y a cette image un peu de bouseux, etc., des clichés absolus. Et en fait, ce qui est rétrograde aujourd'hui, c'est beaucoup les métropoles et les grandes villes. Parce que pour vivre dans des villes où on paye un loyer beaucoup trop cher, où il y a de la pollution, où on habite dans des petites surfaces et où on se galère pendant 1 heure tous les jours pour aller au boulot, honnêtement, pour moi, la modernité, elle n'est pas là. Hein. Et la modernité, elle est plutôt dans la qualité de vie, dans le fait de se retrouver soi-même, d'être au contact de la nature aussi, et d'inventer des choses et d'être créatif. Et ça, moi, je l'ai trouvé à la campagne. Alors justement, vous racontez 30 expériences, ça qui est très intéressant vraiment. C'est pas un livre théorique, c'est pas un pamphlet, c'est un livre sur justement des expériences vécues. Alors je voudrais qu'on partage ensemble quelques expériences vécues, et c'est très joli parce que vous commencez par la phrase de Nietzsche: celui qui possède un pourquoi qui le fait vivre peut supporter tous les comment. Et enfin Nietzsche, c'est très rare que Nietzsche ne soit pas visionnaire. Alors on va commencer comme ça, je prends au hasard. C'est ça, vous parlez de communes de plusieurs milliers d'habitants, mais aussi le village de 108 habitants. Je pense à Tulipe, Esbarège dans les Hautes-Pyrénées. Se reconnecter à soi. Alors Tulipe, racontez-nous l'aventure de Tulipe. Tulipe, c'est très simple. Tulipe, elle est comme beaucoup de personnes qu'on connaît dans les métropoles, et en l'occurrence à Paris. Tulipe, elle bosse à Paris, elle bosse dans le luxe. Elle fait les boutiques des vitrines de luxe, donc elle les aménage, elle est très forte, etc. Puis au bout d'un moment, pendant des années, elle est très reconnue, elle va partout, entre Genève, Londres, New York, etc. Elle se dit, mais pourquoi... Ah oui, elle est internationale. Elle est internationale, elle est reconnue pour être celle qui nous fait le plus envie dans la société de consommation. On voit une vitrine, et c'est elle qui arrive à déclencher, qui dit, je vais m'acheter ce sac à main à 4 000 €. Et du coup, elle se dit, mais pourquoi je fais tout ça? Et la recherche de sens, elle est fondamentale, et dans ces 30 histoires, c'est quel est le sens de mon activité au quotidien? Pourquoi est-ce que je fais tout ça? Et elle se dit, mais moi, j'ai envie de faire autre chose. Moi, j'ai envie de faire des choses avec mes mains, en l'occurrence. Et elle réfléchit à tout ce qu'elle fait. Elle faisait des choses avec ses mains, mais dans un but qui était quoi? Qu'on achète, qu'on consomme. Consommation, exactement, à outrance. À outrance, exactement. Et elle s'est dit, mais moi, j'ai envie d'utiliser mes mains pour produire des choses, mais pour produire des choses qui me tiennent à cœur. Et en l'occurrence, elle a décidé de devenir boulangère.
Et donc, pendant la journée, elle bossait. Le soir, elle faisait du pain à l'école Ferrandi à Paris. Ouais. Et elle s'est dit, bah voilà, moi j'ai envie de faire boulangère, mais boulangère d'un nouveau type. J'ai envie d'utiliser des semences artisanales anciennes et refaire le pain comme on le faisait autrefois. Et donc, elle a appris ça. Et elle a regardé sur son paquet de farine et elle a dit, mais d'où est-ce qu'elles viennent ces semences? Et elles venaient d'Occitanie. Elle a dit, bah voilà, bah moi je vais m'installer en Occitanie et je vais monter une boulangerie qui va faire du pain avec des semences anciennes. Elle est partie à Esbarèche. Elle s'est installée là-bas. Elle s'est installée là-bas et là elle ouvre d'ici 2 mois sa boulangerie parce qu'elle a tout un travail de préfiguration et aller développer les semences elle-même, etc. pour faire le pain. Alors elle a déjà fait quelques pilotes et là elle ouvre avec plusieurs personnes, plusieurs boulangères. Elle ouvre une grande boulangerie à Saint-Bertrand-de-Comminges dans les Pyrénées pour faire ce pain-là. Et voilà, et elle est extrêmement heureuse. Elle a rencontré l'homme de sa vie là-bas. Et donc voilà, la vie est belle. Eh bien écoutez, voilà ce qu'on appelle la multiplication des pains. Vous voyez, on peut continuer encore aujourd'hui. On se retrouve après ceci. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez prendre la parole à partir de 13h15, 0826 300 300. Vous connaissez ce numéro de téléphone par cœur. Vous pourrez venir intervenir et poser des questions à notre invité Nicolas Hazard, donc qui nous parle du bonheur dans le village. Et puis évidemment, vous pouvez revenir sur tous nos autres sujets, l'efficacité d'AstraZeneca qui a été mise en question, et puis évidemment ce qui se passe à Trappes avec ce professeur de philosophie qui a été d'ailleurs reçu à Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Et je propose à l'entrepreneur que vous êtes de mettre sur votre carte de visite: jamais un coup de dé n'abolira le hasard. Comme ça, au moins, ça vous... Alors, Nicolas Hazard, c'est vrai, très, très bon bouquin, bouquin d'espoir, bouquin positif sur ses expériences, ses 30 expériences, mais il y en a beaucoup d'autres, vous l'avez dit justement pendant la pause, de ces gens qui se sont pris en main, qui sont partis, qui ont quitté les métropoles et qui montrent qu'effectivement le tissu français, il faut quand même pas oublier, hein, la France c'est pas 5 métropoles, la France est un pays, un grand pays, un pays grand par l'espace et j'espère encore par la taille et l'attraction. Et alors ces gens-là ont décidé de créer, etc. Notamment, je pense à Virginie Chandieu-Loire, et vous l'avez intitulé « Mettre fin aux inégalités territoriales ». Alors Virginie. Virginie, elle a répondu à un problème qu'on connaît tous, qu'on a tous entendu parler, surtout dans la ruralité, c'est que les commerces y ferment. Et que les services publics y ferment. Aujourd'hui, c'est la réalité. C'est-à-dire que les hôpitaux et les maternités. Et les hôpitaux et tout ferme. La poste, les banques, tout. Ouais. Et ça se concentre de plus en plus parce qu'on investit massivement et il y a une attraction vers les métropoles, les grandes villes. Et elle s'est dit, en fait, c'est possible de faire autrement. Et elle a inventé ce qu'on appelle les comptoirs de campagne. Comptoir de campagne, c'est quoi? C'est un lieu qui est dans un village, qui regroupe tous les services à la fois. Ça fait à la fois épicerie, le mercredi après-midi, il y a une coiffeuse qui vient, le jeudi matin, il y a le banquier qui vient, ça fait... tous les jours, il y a une Exactement, activité. Il y a une activité. D'accord. Mais qui permet en fait, parce qu'on se base sur une zone de chalandise autour de 5 villages, donc il y a 5 villages dans le département qui font la même chose, et du coup c'est l'épicerie qui n'a quasi que des produits locaux, que des produits d'agriculteurs locaux, qui fait travailler l'économie en local et qui fait revivre en fait les villages. Et ça, c'est hyper important. Donc parfois, elle reprend des écoles qui ont fermé et elle en fait un comptoir de campagne où on a tous les services. Il peut y avoir l'école là. Enfin non, il y aura pas l'école. Elle n'installe pas une école une fois par semaine là. Non. Mais elle prend généralement des bâtiments qui sont abandonnés. C'est ça. Et les écoles, c'est les premiers bâtiments abandonnés où ça peut être des postes ou etc. Et donc elle fait revivre. Elle reprend les bâtiments. Elle reprend les bâtiments et dedans, elle en crée des services très multiples. Exactement, mais qui sont des services dont on a besoin et qui évitent à plein de gens, et notamment pour les personnes âgées, d'avoir à aller à une demi-heure ou 45 minutes en voiture de la ville la plus proche. Et oui, c'est sûr que c'est quelque chose et c'est passionnant. Alors, autre chose aussi, Fabrice a remouillé dans la Loire-Atlantique, permettre aux agriculteurs de vivre dignement. Parce que, vous savez, on a reçu ici, partout, on a vu les suicides d'agriculteurs, les 300 € par mois pour jamais avoir des vacances. Il y a un drame chez les petits agriculteurs qui est énorme. Alors,
Que fait Fabrice, qu'essaye de faire Fabrice? Alors Fabrice, c'est un garçon qui voulait être footballeur à la base. Ouais. Et finalement, il a été blessé, il n'a pas pu être footballeur. Alors il a fait quelques métiers et finalement il reprend l'exploitation familiale. Ils font du lait, donc dans l'ouest de la France. Et donc il reprend l'exploitation familiale avec son frère et en fait il s'en tire pas du tout, c'est-à-dire il n'arrive pas à boucler ses fins de mois, il bosse de plus en plus et ça c'est tout le système agricole qui est absolument dingue, on marche sur la tête et qui est mortifère pour toute une population et donc il n'y arrive pas, il s'est dit mais quel est le problème? Le problème c'est que il y a plein d'intermédiaires, on lui achète le lait à prix fixe, des grandes coopératives qui souvent dépendent de grands groupes industriels. Qui achètent à un prix fixé par le marché et on sait que sur les besoins alimentaires, les biens alimentaires, le marché c'est pas forcément, enfin en tout cas c'est mon avis, la meilleure moyen de fixer le prix. Bon bref, et donc il se met en alliance avec plein d'autres agriculteurs et il décide de créer en direct des éleveurs qui ont en fait un lait qu'ils vont vendre directement dans les grandes surfaces mais sans passer par tous les intermédiaires. Et donc il travaille sur la transformation. Il vend directement des éleveurs aux grandes surfaces, enfin des agriculteurs aux grandes surfaces. En ayant créé une marque, et donc il fait de la transformation, et donc il se laisse pas imposer le prix par des coopératives, en tout cas laitières, qui lui reprennent ça, et il impose une marque avec un emballage qui est un emballage éco-conçu et qui va autour de 100 km autour du lieu de production. Et donc il réinvente le capitalisme moderne d'une certaine manière et notamment sur l'agriculture. Et aujourd'hui, il se paye 2000 € par mois, il arrive à se payer, alors qu'avant, il n'arrivait même pas à avoir un SMIC. Donc en fait, il y a un moment, la valeur, elle est prise aussi par des intermédiaires. Il supprime les intermédiaires. Il supprime les intermédiaires et il y va en direct. Formidable. Mais écoutez, tout ça, ça donne effectivement des exemples et c'est pour ça que ce livre est passionnant parce qu'il donne des exemples précis, concrets. Et justement, je voudrais parler aussi, alors il y a la biodiversité, vous parlez de tout, les commerces des centres-bourgs. Alors justement, juste un mot, redonner vie au commerce des centres-bourgs, c'est Roger à Gap, dans les Hautes-Alpes. Alors Gap, c'est pas tout à fait un village, c'est une ville, absolument. C'est une petite ville, c'est une ville moyenne. Mais ça fait partie du même sujet. Moyenne, exactement. Bien, en gros, c'est tout ce qui n'est pas une métropole. C'est ça. Et Roger, qui est le maire de Gap, il a bien compris que ça servait à rien de faire la concurrence entre toutes les villes pour savoir qui aurait le Saint-Maclou, le Décathlon, tous les instruments, le Auchan et compagnie autour, que ça servait à rien et que une ville, c'était une petite mort si ces commerces de centre-ville disparaissaient. Et donc c'est tellement important. Ça. Et c'est très important pour l'identité, pour la qualité de vie, pour plein de choses. Et donc lui, il a décidé d'avoir une politique hyper proactive et il a fait deux choses principales. La première, c'est que il offre le loyer de manière graduelle sur les 3 premières années aux personnes qui viennent s'installer. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, le centre de Gap. Dans le centre de Gap, exactement. Et la deuxième chose, c'est que effectivement, moi, c'est plus pratique si j'habite, de prendre ma voiture et d'aller en périphérie, je charge tout et puis après je repars. Donc il y a une question aussi de la mobilité et de comment on crée pour se garer, etc. Donc il a créé des parkings, un service de bus gratuit, des navettes, etc. qui permettent justement d'aller faire son shopping plus facilement dans le centre-ville de Gap. Plus à proximité, plus vite, et exactement. On peut se garer. On peut se garer, on a une navette, et tout ça gratuit. C'est bien. Écoutez, voilà un maire qui a pris les choses en main. Il y en a sûrement d'autres. Alors, on va parler aussi, justement, la mondialisation. Dieu sait si la mondialisation, il y a des lendemains qui déchantent en ce moment. Et alors, vous avez parlé de Thomas à Romans-sur-Isère dans la Drôme. Voilà, c'est quoi le syndrome, l'habit de la mondialisation, l'habit phare. Peut-être que vous en portez un d'ailleurs aujourd'hui, c'est le jean. Oui, j'en ai un, absolument. Le jean, c'est le symbole de la mondialisation aujourd'hui. Et un jean, il faut savoir que ça fait des dizaines de milliers de kilomètres, ça consomme des centaines de litres d'eau, une empreinte environnementale qui est terrible pour un jean quand on l'achète.
Et Thomas, il a voulu créer le premier jean made in France. Et pour une entreprise qui s'appelle 1083. 1083, vous savez ce que c'est? C'est la distance la plus longue qu'on peut parcourir en France. C'est entre un coin de la Bretagne, du Finistère et Menton. Et l'autre côté, ah oui. Voilà. Le 1083 d'un côté de la France à l'autre. Donc on ne peut pas faire plus de 1083 km, et c'est d'où le nom de l'entreprise. Et donc c'est un jean made in France. Il a réouvert des filières, il a réindustrialisé dans l'est de la France, dans le sud de la France. Il a réinventé un métier. Il faut savoir que le denim, on entend le jean de Nîmes, oui. Ça vient de Nîmes, et c'est pour ça que ça porte ce nom-là. Donc à la base, il y a quand même un savoir-faire en France qui est très fort là-dessus, et lui, il l'a réinventé. Avec un jean très intéressant, et surtout il ne fait pas de pub, parce qu'il faut savoir que entre 30% du prix d'un jean, c'est juste les annonces Google ou Facebook. Mais donc quand on achète un jean, on peut savoir que 20% du prix, 20-30%, c'est juste les annonces. Carrément. Et moi j'ai découvert par exemple sur d'autres choses, quand c'est le sucre par exemple ou les lessives, 80% du prix c'est juste l'emballage. Donc on connaît sur un monde, et ça vous le voyez dans 80% du prix du sucre, c'est l'emballage. Donc, et ça vous aurez plein d'exemples comme ça dans le bonheur et dans le village. C'est justement de montrer que on peut faire vraiment les choses différemment. Donc il y a des solutions, parce que on dit oui, quand c'est fabriqué en France c'est trop cher, etc. Mais 80% qui est juste sur de l'emballage, honnêtement, on peut ça faire remet les choses en place. Ça. Donc c'est possible. Donc il y a des solutions. Il a quoi? Il a fait fonder une société. Il a sauté une entreprise qui s'appelle 1083. C'est ça, 1083. Et qui aujourd'hui elle est un peu partout. Enfin, elle est un peu partout. Elle est partout, exactement. Elle est un peu partout. Et surtout, il a réouvert des ateliers. Il a fait un partenariat avec Pôle emploi pour reformer des gens au métier du jean, parce que ça avait été perdu, c'est un savoir-faire qui était perdu. Et ces entreprises, avec le confinement, tous les politiques qui crient oui, il faut relocaliser, il est temps de revenir, etc. Ben voilà des exemples concrets de gens, et c'est ceux-là qu'il faut pousser, parce que c'est eux qui ont les solutions du monde de demain. Mais comme d'habitude, il faut pas qu'ils restent effectivement dans leur j'allais dire, dans leur ouate parisienne. Il faut qu'ils aillent voir ce qui se passe, et ces gens qui se prennent en main. On en reparle toujours avec les auditeurs de Sud Radio et avec vous, Nicolas Hazard. Et voilà, et vous connaissez déjà ce numéro de téléphone 0826 300 300. Donc vous l'avez entendu, on parle de la France des territoires, des régions, la France des villages avec Nicolas Hazard, et vous pouvez lui poser des questions et intervenir. Vous pouvez aussi revenir sur les autres sujets, l'efficacité questionnée d'AstraZeneca, et puis le témoignage de Didier Lemaire, ce professeur de philosophie à Trappes qui a été reçu à Sud Radio ce matin. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et vous êtes déjà très très nombreux au standard à réagir justement à ce propos, à cette France des territoires, à cette France des villages que nous présente Nicolas Hazard. Tout de suite, on va aller à Toulouse, on donne la parole à Yves. Bonjour Yves. Oui, bonjour Yves. Oui, bonjour Sud Radio. Voilà, je voulais donner un avis par rapport, comme je entends que c'est la France des territoires, pour essayer pour donner un avis qui est un peu un contrepoint à ce que l'on entend. Malheureusement, je suppose que l'on entend cela très souvent, car les personnes qui en parlent sont, je dirais pas incompétentes, mais ne font pas l'effort de savoir ce qui se passe. Bon, c'est très simple. Je suis à la retraite, dans une autre carrière, dans une autre vie, si j'ose dire, j'ai énormément fait de choses, mais entre autres, je suis de milieu paysan, donc j'ai été ingénieur agricole, je travaillais à la direction départementale d'agriculture, j'ai été adhérent à la FNSEA, j'ai travaillé dans les affaires, tout cela je connais sur le doigt d'une main. J'avais une exploitation d'à peu près 150 hectares. On commence, je résume et je fais simple, autrement les gens ne comprendraient rien. Allez-y. On commençait l'année avec à peu près, sur 150 hectares, on commençait l'année à peu près avec 120 000 euros d'aide de la PAC. Vous voyez, la PAC est toujours décriée, toujours décriée. Quand vous demandez à un agriculteur, il vous dira qu'il ne gagne pas sa vie, mais il ne vous dira jamais combien il touche de la PAC. Nous, on touchait 120 000 euros d'aide, pas de prêt, hein. C'est de l'argent net. Par an. Attendez, par an? Ah oui, par an, oui, évidemment. Par rapport à la surface, par rapport bien sûr, à la surface. Aux terres que vous aviez, parce qu'il faut avoir des terres. D'accord. C'est très compliqué, vous savez, il faut avoir des terres primables, des terres. Non, bien sûr, Yves. Allez-y, continuez. Voilà. Ouais. Et cela,
Et donc, vous travaillez comme ça. Imaginez, commencer l'année avec 120 000 euros. Voilà. Mais, justement, on touchait bon, je vais pas vous dire les aides, l'effet Ouga, l'effet EDER, tout ça, c'est des aides par rapport aux cultures que vous faites. C'est pour ça que je vous dis, que lorsque vous dites, quand un agriculteur, mettons, vous appellera, demandez-lui combien il touche d'aide. Demandez-lui. Il ne veut jamais le dire. Et ils ne le diront jamais, d'ailleurs. Car c'est secret. Alors attendez, Yves, je crois que tous les agriculteurs, je peux me tromper, mais honnêtement, j'en ai reçu pas mal. Ils reçoivent pas du tout 120 000 euros par an. Je parle des petits. De la propriété. Oui, mais dites-moi, imaginez quelqu'un qui a une petite propriété et qui ne prend pas, parce que comme vous, comme d'autres, c'est-à-dire que quand ils sont agriculteurs, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de RTT, il n'y a pas de 35 heures. Ne faisons pas de misérabilisme, ne faisons pas de misérabilisme, ça n'existe pas. Ça. Moi, si j'étais agriculteur, je peux vous dire que les uns s'aident avec les autres. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les petits, qu'est-ce qu'il se passe? Les gros veulent les manger, mais les gros ne veulent pas les aider. Et les petits, ils se font défendre par quel syndicat? Le syndicat des gros, la FNSEA. J'y étais dedans, donc je sais très bien comment ça se passe. Voilà. Les affaires qui attribuent les terres. À qui attribue-t-elle les terres? J'étais dans un département, dans une année, il y avait 2 installations agricoles, 2, vous imaginez? Mais les terres à qui étaient-elles données? Eh bien, aux gros agriculteurs, ils agrandissent encore. Je vais vous dire maintenant une minute, et c'est une réalité. Dans un département, c'est autre chose, c'est pas tout à fait pareil, mais les gens ne comprennent pas. La direction départementale de l'agriculture, ça c'est géré par les syndicats et tout ça. Et elle faisait 2 grands voyages dans l'année. Une année, et ça c'est réel, une année, dans la même année, elle allait en première, au début, en Afrique pour montrer comment semer, et le second voyage, ils allaient aux États-Unis pour voir comment ils récoltaient le maïs. Imaginez le gaspillage, ça n'a aucun sens, mais ça se passe tous les jours comme ça encore. L'agriculture est gérée par les agriculteurs, mais pas les petits, et géré par la FNSEA. On est bien d'accord. Les syndicats gèrent ailleurs, non. C'est une gabegie énorme. Non, mais vous faites bien de le dire. J'ai compris. Non, vous faites bien de le dire, vous faites bien de le rappeler. Il y a effectivement. C'est la réalité, M. Bercon. Pardon. Ce n'est pas de l'invention, attention. C'est ça, j'ai bien compris, mais il y a aussi 2 poids et 2 mesures là-dessus, et les gros qui avalent les petits. Je voudrais avoir l'avis de Nicolas. Qu'est-ce que vous voulez? Regardez, est-ce qu'il y a un syndicat des petits agriculteurs? Non, ils votent pour qui? Pour les FNSEA. Ils défendent les gros. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas être plus royaliste qu'on voit. Oui, écoutez, aux petits de se défendre, et j'espère qu'ils se défendront, parce que j'ai vu et j'ai écouté des drames, je vous assure, qui n'étaient pas des drames fictifs, et des drames fâcheux. Des gens à 400 euros par mois, à 500 euros par mois, ça existe, je vous assure. Allez, Nicolas Hazard. Non, mais il y a un vrai paradoxe aujourd'hui dans la manière dont sont faites, y compris la politique agricole commune. C'est-à-dire qu'il y a un grand discours sur l'agroécologie, sur changer, faire du bio, etc. Il faut voir que les subventions qui sont données notamment par la PAC, la politique agricole commune, c'est moins de 10%, l'argent qui va pour la transformation des terres, etc. Donc il y a un automatisme effectivement qui fait que l'argent il va souvent au plus gros. Et c'est eux qui peuvent faire les avances de trésorerie, c'est eux qui peuvent se permettre, qui ont aussi l'ingénierie pour monter les dossiers, parce que c'est pas facile de monter les dossiers. Et moi je connais bien ce département, la Haute-Garonne. Et notamment, il y a l'histoire de Tristan dans Le Bonheur est dans le village, qui lui était un éleveur de brebis dans les Pyrénées. Alors certes, il a un peu d'aide européenne quand une brebis se fait tuer par un ours, mais sinon globalement, il touche pas le SMIC et il bosse toute l'année et il bosse 15 heures par jour et du lundi au dimanche. Et donc c'est une réalité aujourd'hui. Le pastoralisme, c'est une vraie question. C'est une
une réalité aujourd'hui de qu'est-ce qu'on fait de nos agriculteurs et surtout les plus petits et surtout la jeune génération qui vont s'installer. Parce que prendre une grande exploitation agricole, à moins qu'on en hérite, mais ça coûte beaucoup d'argent quand on est jeune agriculteur. Comment est-ce qu'on fait pour se développer et grandir? Et donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et en plus, Yves dit quelque chose de très intéressant. C'est vrai que peut-être qu'il devrait y avoir des syndicats de petits agriculteurs. Peut-être qu'ils devraient s'unir et pas, comme il dit, voter pour les gros. En tout cas, c'est une question ouverte, Clémence. Allez, on va aller à Lyon. On donne la parole à Martial. Bonjour Martial. Oui, bonjour Martial. Bonjour André. Oui, alors je voudrais, pour essayer d'être rapide, pour pas prendre la parole longtemps, à votre interlocuteur, je le conseillerais de lire la Boétie, Étienne la Boétie, sur ce qu'il a écrit en 1546 sur la servitude volontaire. Oui, le traité de la servitude volontaire, oui. Et ça lui permettra de connaître, de comprendre beaucoup de choses. Pourquoi vous dites ça par rapport Là, je comprends pas pourquoi vous dites ça par rapport aux expériences qu'il donne. C'est pas du tout ces gens-là ne sont pas dans la servitude, hein? Il parle de syndicats, de gros syndicats, tout ça. Vous parlez de Yves, là. Vous parlez de Yves, oui, de l'auditeur que nous avons eu avant vous, oui. Allez-y, voilà, allez-y. Voilà, ouais. Ouais. Allez-y, Martial. Et en fait, quand on connaît la Boétie, on se rend compte qu'en fait, l'être humain, il accepte en fait cette servitude, en fait. Mais s'il relevait un peu la tête et qu'il disait non, je pense que tous ces gros syndicats d'agriculture et tout n'auraient plus emprise sur les petits agriculteurs et je pense qu'ils s'en porteraient mieux. Oui, mais je vais vous dire, Martial, ça c'est vieux comme le monde. C'est-à-dire qu'il y a toujours effectivement une inclination de l'homme ou des femmes, des êtres humains vers la servitude volontaire, mais il y a heureusement, et on l'a vu à travers le temps et l'histoire, il y a aussi une inclination d'un certain nombre de gens pour la résistance volontaire. L'histoire a été toujours faite de gens qui acceptaient l'ordre ou le désordre établi et des gens qui disaient il n'est pas question d'accepter ça. Et si on a fait des avancées ou des choses, c'est parce qu'il y a des gens qui ont dit non. Et c'est ça. Voilà, on est bien d'accord. Merci. Exactement. Merci. Attendez. Oui. Allez-y, Martial. Ouais. Alors justement, par rapport à Nicolas, en fait, on se rend compte que en fait les mégalopoles et tout, ça a été créé au lendemain de la guerre avec le plan Marshall. Ouais. En fait, c'était pour réduire les coûts de logement, les coûts de transport, les coûts de ci, les coûts de ça. En fait, c'était une histoire de fric, en fait. Voilà. Et en fait, la question que je me pose, c'est que je me dis, finalement, le nouveau monde, est-ce que c'est pas revenir au village comme dans le temps, et où tout le monde se connaît, tout le monde se rend service, et la vie est plus paisible, en fait. Voilà. Bonne question, Martial. On y répond tout de suite après ceci. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et les Français parlent au français, les Français des villages appellent Sud Radio. Et justement, on avait Marcel de Lyon qui appelait au retour au village. Et justement, Nicolas Hazard, peut-être une réaction à notre auditeur ? Deux statistiques déjà qui moi me parlent beaucoup. Déjà 95% des personnes qui vivent dans les villages ou à la campagne en sont satisfaits. Il y a que 5% qui voudraient la quitter. Quand on sait qu'en Île-de-France, 70% des Franciliens disent que la première chose qu'ils feront s'ils le pouvaient, c'est partir d'Île-de-France. Donc déjà c'est assez important. Et pour 80% des Français, la vie à la campagne est le mode de vie idéal, y compris chez les moins de 25 ans. Donc c'est juste pour dire que ce sont des sondages qui ont été officiels, l'IFOP pour le dernier, et donc ça démontre très très clairement qu'il y a une envie très forte, une appétence pour pouvoir aussi changer de vie, retourner
dans les campagnes, et aujourd'hui ce n'est plus incompatible avec la création d'entreprises. On n'est pas obligé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent moi je veux pas être forcément agriculteur, mais on n'est pas obligé d'être agriculteur pour aller vivre à la campagne. Il n'y a pas que l'agriculture. L'agriculture, il faut la défendre, c'est ce qui nous nourrit, c'est fondamental, mais on peut créer des entreprises, on peut créer de l'activité, on peut créer des choses. Et vous le montrez avec les exemples que vous donnez. Exactement. Et il y a un des exemples qui est amusant d'ailleurs, qui est pas représentatif, mais qui est amusant, qui est Audrey, qui était la conseillère agriculture d'Emmanuel Macron au début du quinquennat, et qui a décidé de tout plaquer, les palais de l'Élysée, etc., et tout le pouvoir dans lequel elle était, pour aller monter une ferme, reprendre une ferme elle-même dans les Yvelines, et s'est installée pour faire de l'agriculture autrement. Et au bout de 2 ans, elle en a eu marre, elle a repris cette ferme-là, et là, elle fait en plus de la formation pour les agriculteurs, pour les aider à changer de modèle. Fermière. Elle est devenue agricultrice. Voilà, comme dans quoi. les Yvelines. Et dans les Yvelines. Allez, on ne sait pas si Nadine habite à la campagne ou à la ville. On peut lui poser les questions d'ailleurs. En tout cas, elle vient de Pyrénées-Orientales. Bonjour Nadine. Oui, bonjour Nadine. Bonjour. Bonjour André Berkoff et bonjour aux auditeurs. Je suis contente de pouvoir intervenir. Ça fait plusieurs fois que j'essaye pour différentes raisons, politiques, culturelles, etc. Mais j'ai pris la parole pour soutenir ce qu'a dit Didier Lemaire. Oui. Il se trouve que j'étais moi-même directrice d'un foyer de jeunes travailleurs. Oui. Mais avant d'être directrice de foyer de jeunes travailleurs, je dirigeais un centre social et je me suis aperçue qu'il y avait une association cultuelle à l'époque, ça remonte en 82, qui était financée par le FAS, le Fonds d'action sociale, qui n'est plus le FAS aujourd'hui, qui était une caisse qui regroupait l'argent des immigrés, c'est-à-dire les allocations familiales, parce que les enfants étaient restés au pays, et qui finançait les activités en direction des immigrés. D'accord. Et je l'ai dénoncé, et on m'a dit, mais de quoi vous vous mêlez ? Donc c'était une association, je dis bien culturelle. C'était dans quelle région, juste pas pour vous... Dans le Val d'Oise. Dans le Val d'Oise, d'accord. J'ai donné l'information à un journal local d'Argenteuil. Ensuite, quand j'ai dirigé un foyer de travailleurs en Seine-Saint-Denis, j'ai vu monter l'islamisme. Il se trouve que moi j'ai vécu en Algérie et que j'ai vu monter l'islamisme de façon insidieuse. Il y avait eu un tremblement de terre, les islamistes étaient les premiers pour aider la population. Donc voilà. C'était très insidieux. Et ce que j'ai vécu, moi, en Seine-Saint-Denis, je voyais monter l'islamisme, je voyais une prolifération de librairies culturelles, et là, je me suis dit, oh là, je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai demandé à rencontrer le chef de cabinet que je connaissais parce qu'étant directrice d'une structure, j'étais aussi, je siégeais à certaines commissions du préfet. Bon, bref, j'ai demandé au préfet de me recevoir du temps de la discrimination positive. C'est lui qui avait lancé ça. Comment peut-on parler de discrimination positive quand il y a discrimination? Ça, c'est ce qu'on appelle la novlangue. Et je l'ai rencontré et il me dit, mais donnez-moi un nom. Je lui dis, attendez, moi je suis pas là pour faire de la délation. Je suis là pour faire part de mes inquiétudes concernant la montée de l'islamisme en Seine-Saint-Denis. Eh ben voilà. Renvoyé, bon, il n'a pas tenu compte de ce que je disais. Et ce qui se passe aussi, quand j'ai rencontré les élus du PS et des Verts, et un jour j'ai rencontré un élu du Vert qui sortait de chez un imam, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il m'a dit, bah oui, j'ai été voir l'imam pour lui demander de voir avec les jeunes qui vendent du shit, s'ils ne pouvaient pas faire quelque chose. Alors je lui ai dit, en fait, vous demandez est-ce qu'ils sortent du shit pour aller voir pour aller se plonger dans l'islamisme. Voilà. Et un jour, j'ai aussi rencontré un représentant de la DAS qui sortait aussi, qui était venu me voir pour me dire qu'elle était voir l'imam pour voir s'il pouvait faire une information au niveau des femmes sur la contraception. Mais je lui ai dit, mais vous êtes folle.
Voilà, un haut fonctionnaire de l'État. Hein. Alors pour vous dire tout ça, c'est pour rejoindre un peu ce que disait Didier Le Maire, c'est que c'est pas du laxisme, c'est plus que du laxisme. Voilà. Et moi, au bout de 50 ans, quand j'entends tout ce qui se passe aujourd'hui, je me dis, mais ça va. Hein. Bon, j'ai même voulu écrire un bouquin, puis je me dis, je laisse tomber, ça sert à rien, parce que tout ce que j'ai pu voir. D'ailleurs, pour vous dire franchement, quand une assistante sociale m'a dit, mais Madame Laporte, vous êtes d'origine algérienne, vous buvez du vin. Elle était française, hein. J'ai dit, bon, là, il n'y a plus ma place. Quand j'ai une secrétaire qui est venue française avec le foulard, je lui ai dit, écoutez, moi j'ai 500 jeunes en charge, je suis leur tuteur avec des enfants maltraités que la DAS me confie et l'aide sociale à l'enfance. Demain, vous revenez sans le foulard, ou vous revenez pas, vous restez chez vous. Eh bien, vous savez ce que me dit la DAS, vous êtes dur, hein. Alors à un moment donné, pour avoir la paix sociale, on a tout accepté et tout encouragé. Et moi, je me suis retrouvée en minorité pour faire face à mes supérieurs. Quand j'ai interdit que mon personnel, qui m'a demandé de faire des journées entières à cause du ramadan, moi je lui ai dit, je regrette, nous sommes un établissement laïque, si vous voulez faire changer les horaires, vous faites ce qu'il faut, c'est-à-dire vous déposez un congé, mais en aucun cas je change le fonctionnement de l'établissement. En fait, ce que vous dites, c'est que voilà, c'est que ça a avancé, cette tendance intégriste et volontairement, et surtout ce que vous dites, c'est que on a laissé faire. Enfin, les gouvernants, à quelque niveau qu'ils soient, ont laissé faire. Absolument. Voilà. Merci. Donc pour moi, c'était, j'allais dire encouragé, si je veux pas dire le reste. Alors je voulais vous dire aussi quelque part. Juste très vite, parce que nous avons beaucoup d'auditeurs. Excusez-moi. Ok. Que l'enrichissement de l'individu par la compétition et la marchandisation de nous-mêmes, c'est ce qu'on est en train de vivre. Voire la GPA et la PMA, hein, je veux dire, qui est fait pour une élite. Parce que quand vous habitez à la campagne, comme j'ai vécu moi la campagne, comme vous habitez aussi là aujourd'hui où je suis dans la région de Perpignan, ça n'intéresse personne. C'est pour ça que je dis c'est pour l'élite. Voilà. D'accord. Merci de votre analyse, votre témoignage. Au revoir. Merci beaucoup Nadine. Merci. Alors, on retourne dans les Bouches-du-Rhône et on va donner la parole à Romain. Bonjour Romain. Oui, bonjour Romain. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour Monsieur Hazard, c'est ça? C'est ça. Voilà. Je vous félicite pour votre livre, c'est une très bonne initiative. Alors par contre, je suis en ruralité, donc mon département n'est pas le bon. J'ai préféré garder une anonymat par rapport à ça. Alors ce sont de très bonnes initiatives, mais on peut s'apercevoir que sur les bonnes initiatives comme ça, c'est beaucoup de la boboisation. Ce sont des gens qui arrivent de grandes villes avec une manne financière, qui vont venir s'installer en ruralité pour ouvrir des gîtes ruraux, qui vont rapporter à la semaine sans pour autant donner de chance à des loyers pour des personnes qui souhaiteraient s'installer en ruralité, ce qui est mon cas, difficulté de trouver un logement en ruralité. Quand on sort de cette strate-là, en fait, de ces personnes qui arrivent, ces citadins avec cette manne d'argent, qui ont les moyens, en fait, d'actionner les banques avec un projet, tout ça c'est bien beau, mais après les gens de la ruralité, donc on peut prendre les agriculteurs, d'accord, alors il y a de plus en plus d'agriculteurs, parce que moi j'ai une quarantaine d'années, j'ai connu l'ancienne agriculture, parce que je me levais très tôt le matin quand j'étais en vacances, avec les grands-parents d'amis qui étaient encore à la traite manuellement, à faire du beurre, donc oui, certes ils gagnaient pas beaucoup, ils étaient beaucoup au travail également, pour peut-être pas grand-chose, mais ça a énormément évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils n'ont pas le même rythme de travail. C'est pas le couple à la traite. La grande majorité, c'est un seul parce que le compagnon ou la compagne soit travaille dans un centre technique, soit un secrétariat de mairie, soit ces choses comme ça. Et après, pour y venir dans cette ruralité, il faut avoir un emploi. Si vous avez du jour au lendemain un déclassement social avec une perte d'emploi, mais comment on fait?
Comment on fait pour retrouver du travail? Alors c'est intéressant parce que vous posez un problème intéressant. Voilà, ce que il dit, voilà, oui, ils arrivent, c'est très bien les citadins, c'est génial. Bon, mais c'est un peu des bobos, ils ont un peu de moyens. Et ceux qui sont là, est-ce qu'ils aident vraiment? Est-ce qu'ils refont, ils restructurent le paysage aussi bien social que économique que autre? Déjà, merci beaucoup d'avoir posé cette question parce que vraiment, j'avais pas eu le temps d'y répondre et c'est une question qui me tient très à cœur. Donc merci pour cette question. La première chose, c'est bien évidemment, on n'est pas. Alors, quand on entend parler des citadins qui viennent s'installer à la campagne et qui disent bon, le chant du coq, là, on va arrêter. À partir de 6h, on va le décaler à 8h. Les abeilles, etc. Les abeilles, le lisier, tout ça. Ça, c'est vraiment un bouquin anti-bobo et vraiment, enfin pas contre les bobos, mais qui n'est pas le reflet des bobos qui vont s'installer à la campagne. Encore une fois, la majeure partie des exemples, ce sont des gens du cru qui viennent de catégories socio-professionnelles, qui sont pas des élites, qui sont des gens simples, qui sont des gens ordinaires, mais des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. Et la majeure partie aujourd'hui de ce qui existe, de ce type d'initiative, et celle qui marche, c'est pas celle de citadins qui viennent et qui vont se dire finalement. Oui, la majorité de vos exemples, c'est pas ça. Ah, pas du tout. C'est justement, c'est l'opposé. C'est des gens sur place qui ont réussi à changer les choses. Et ils se sont battus pour ça, parce qu'il y a beaucoup de citadins qui vont aller s'installer et bon, à la première difficulté, finalement, ils plient bagages et ils rentrent. Là, pas du tout. C'est l'inverse. Et c'est des gens, même, on suit Aurélie, qui est esthéticienne de formation à Périgueux, en Dordogne. Tristan, qui, je le disais, s'occupe de brebis, d'un élevage de brebis depuis qu'il a 16 ans. Enfin, donc c'est vraiment des personnes au parcours modeste et qui ont réussi les choses. Mais et ce que dit monsieur est vrai, hein, c'est un vrai sujet, hein. Ce sujet de à qui on va donner les moyens de réussir et de changer. Et ben moi, ces initiatives, c'est pour montrer justement, y compris aux banquiers qui refusent de donner des prêts à certaines personnes parce que ils n'ont pas les garanties suffisantes, qu'on peut réussir et qu'on peut faire des choses et que on n'est pas, on va pas rester forcément dans ces difficultés et que c'est possible de le faire. Alors tout le monde ne peut pas le faire, mais en tout cas il y a des solutions. Et ce livre, c'est un manuel pour dire regardez, il y a 30 initiatives et vous-même vous pouvez sans doute déployer une ou plusieurs de ces initiatives pour le faire en local. Mais est-ce qu'il y a justement, parlons un peu d'INCO, de votre entreprise, mais est-ce qu'il y a plusieurs justement entreprises ou enfin qui aident justement des business angels du village ou de la ville ou de la petite ville qui aident en fait? Est-ce que franchement c'est un mouvement qui existe ou comme dit Marc et comme dit beaucoup d'autres, ouais mais on a beaucoup de difficultés à trouver des moyens pour justement implanter quelque chose? Eh ben, nous, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est ce que moi, j'ai essayé de faire il y a 8 ans quand j'ai créé INCO. C'était l'idée de trouver des financements pour ceux qui portent des projets qui vont changer les choses. Pas forcément qui ont un fort impact social, environnemental, qui font des choses qui recréent de l'économie, qui recréent de l'emploi sur les territoires. Et nous, on investit là-dedans. Aujourd'hui, on mobilise plus de 200 millions d'euros pour le faire. 200 millions d'euros, c'est beaucoup. Et j'invite tous ceux qui ont des projets à nous contacter sur incogroup.co. C'est quoi? Oui, il faut le dire. Inco-group.co. Inco, du 6 ou du 6, group.co. Voilà. Inco, INCO, du 6, groupe, comme groupe, ouais, .co, d'accord. Voilà. Et nous, on a des fonds à disposition pour les porteurs de projets et ceux qui auraient envie de faire ça. Donc, nous, on le fait. Mais nous, on est une goutte d'eau, si vous voulez, même si 200 millions, ça paraît énorme, mais le capitalisme financiarisé, la finance globale, ce que ça représente de trillions, de milliards, etc. Justement, est-ce qu'il y en a, c'est la question que je vous posais, Nicolas Hazard, est-ce qu'il y en a beaucoup comme vous, déjà? Eh ben, on est peu. Il y en a certains, il y en a quelques-uns, mais on est peu. Mais pour autant, on démontre à travers ce qu'on fait, et là aujourd'hui, ça va faire 8 ans et ça fait un cycle, que on peut non seulement investir dans ces projets, avoir un impact concret. Nous, on a permis de créer plus de 100 000 emplois aujourd'hui, en 8 ans. Donc c'est quand même quelque chose qui est pas négligeable. Bien et sûr. Pour autant, il y a une rentabilité financière aussi des investissements. Oui, alors ça. Nous, on cherche pas des trucs, des montants gigantesques. Oui, vous jouez pas à la bourse. Exactement, on joue pas à la bourse, mais
Mais en tout cas, les projets dans lesquels on investit, certains se plantent et c'est l'aventure entrepreneuriale. On peut se planter, on a le droit de se planter, mais la majeure partie réussit et a un retour sur investissement qui fait que pour les épargnants qui nous font confiance indirectement, ceux qui nous confient leur argent, ils ont un retour sur investissement et en même temps, ils ont créé de l'activité sur les territoires. Eh bien, on se retrouve dans quelques instants et vous continuez de nous appeler 0826 300 300. On est toujours avec notre invité Nicolas Hazard qui nous parle quand même de retour à la campagne et c'est possible et vous montre comment. Et puis vous pouvez revenir sur tous les autres sujets, l'efficacité d'AstraZeneca qui a été mise en question quand même fortement, Trapp et ce qu'a dénoncé le professeur Didier Lemaire. Et puis vous pouvez aussi revenir sur ce qu'a dit Roselyne Bachelot. L'épilation des parties intimes masculines permet de valoriser ces parties. Eh bien voilà, n'hésitez pas à réagir. On vous attend 0826 300 300. Et on est toujours avec Berkhoff, en effet, dans tous ses états. On est toujours avec Nicolas Hazard, fondateur du groupe Inco, spécialisé dans l'économie sociale et solidaire, qui nous présente ce livre et qui nous présente surtout des solutions. Le bonheur est dans le village, aux éditions Flammarion. Et puis vous êtes justement très nombreux à réagir à ce sujet. Et on va donner la parole à Alain qui nous appelle de Haute-Garonne. Bonjour Alain. Bonjour Alain. Bonjour à toute l'équipe, je suis content de pouvoir participer. Voilà, j'encourage vraiment ceux qui ont décidé de recréer des usines de textiles, notamment pour fabriquer des blue jeans. Mais moi, habitant dans la Haute-Garonne, j'avais très près de chez moi, à Castelnaudary, pour ne pas le nommer, une usine de blue jeans qui s'appelait C17, qui était très connue à l'époque et qui fabriquait d'excellents blue jeans. Ouais. Et il y avait d'autres ateliers aussi qui fabriquaient des tissus tout autour de notre village. Et malheureusement, quand Chirac est allé en Chine pour discuter des gros contrats, il a ouvert tout le textile aux Chinois. Et tout a été fermé. Toutes les ateliers, les petits ateliers qu'il y avait autour de chez nous, ils ont fermé. Alors malheureusement, je pense que si les pouvoirs publics ne font pas un peu de trompisme, on n'arrivera pas à recréer des entreprises de textiles fiables autour dans les villages et autour de chez nous. Intéressant Alain, dans ce que dit Alain, c'est vrai, c'est que le problème, c'est que justement, vous parlez face à la mondialisation, mon impression, soyons clairs, qu'ils soient de droite ou de gauche, tous les gouvernements qui sont succédés il y a presque 40 ans ont été mondialistes et n'ont pas pensé une minute à protéger nos industries locales, etc. C'est-à-dire que on dirait, en tout cas, tout se passe comme si c'était le dernier de leurs soucis. Exactement, ça a été un dogme. C'est-à-dire une croyance très très forte qui est surtout née dans les années 80 après derrière avec le capitalisme ultra financiarisé où c'était la finance qui dictait un peu tout et donc on a ouvert et on a cru que c'est ce qu'on appelle en économie la théorie des avantages comparatifs de Ricardo. Donc il y a un théoricien anglais qui avait travaillé là-dessus pour dire que nous en France on va se spécialiser sur la recherche et développement, sur les brevets, sur tout ça et surtout sur le tertiaire. Sur le tertiaire et on laisse les usines à l'Inde, à la Chine et on laisse l'agriculteur aux paysans colombiens, mexicains ou africains. Voilà. C'était la manière de penser. Et ce qui est intéressant, c'est que, et notamment il y a une accélération avec le confinement et ce qu'il y a eu, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on était allé un peu trop loin dans cette ultra-mondialisation et qu'il était peut-être temps un peu de démondialiser un peu les choses et de revenir à une échelle plus humaine. C'est pas trop tard, Nicolas Hazard? Non, c'est pas trop tard, c'est le moment où jamais justement pour le faire. Moi j'y crois plus que jamais parce que aujourd'hui on y croyait tous un peu à cette théorie et plus ou moins. Enfin moi quand j'allais à l'école, mes professeurs d'économie ils m'expliquaient que c'était ça comme la vérité absolue. Tous les médicaments en Chine, le paracétamol et l'aspirine, etc. Voilà. Et maintenant on se retrouve avec le confinement au mois de mars-avril et on se dit mais est-ce qu'on va tous pouvoir se nourrir? Et là, ça a fait quand même flipper un peu tout le monde. Et donc, on s'est rendu compte qu'on va commencer par l'alimentation, déjà pour relocaliser. C'est très, très important. Donc, c'est relocaliser l'alimentation. Et petit à petit, il faut relocaliser un certain nombre d'industries. Mais attention, l'idée, c'est pas de dire on va tout réindustrialiser. Parce qu'il y a des secteurs, par exemple, les téléphones portables, il faut des minerais spéciaux qui viennent, etc. Donc, forcément, on doit être dans la mondialisation. Mais pour autant,
c'est pas la mondialisation aveugle dans laquelle on doit se précipiter. Au contraire, c'est une mondialisation qui est plus raisonnée, qui n'est pas une concurrence, parce qu'aujourd'hui la mondialisation c'est une concurrence. Et moi je pense qu'il faut être dans la coopération plutôt que d'être dans la concurrence. Et donc réinventer une mondialisation de coopération. Allez, on retourne au standard. On va donner la parole à Pascal qui nous appelle d'Alsace. Bonjour Pascal. Bonjour Clémence, bonjour Monsieur Berkoff. Bonjour Pascal. C'est heureux d'être de nouveau sur votre radio et merci encore de nous donner la parole à nous, le petit peuple. Je vais parler au sujet de la mondialisation avec votre invité un petit peu et aussi avec le policier que vous avez eu avant. Oui. Parce que tout va être un peu lié. Oui. Déjà, moi j'ai un petit commerce dans un village de 500 habitants, donc je sais de quoi il parle et ça peut marcher si on veut. Donc là, il n'y a pas de souci. Ça fait plus de 10 ans que je travaille avec mon épouse. Un petit commerce indépendant et si on veut, on peut. Commerce en quoi, si c'est pas juste? Ameublement. Ameublement, d'accord. Ouais, ameublement. D'accord. Et ça fait plus de 10 ans. C'est un pari complètement fou qu'on a fait avec mon épouse il y a plus de 10 ans, de travailler dans un village, suite à un licenciement de tous les deux, parce qu'on travaille dans la même entreprise. Ouais. Et on a lancé ce pari, et on est très content du résultat, et les clients des villages sont des clients formidables, des gens très terre à terre. Donc c'était vraiment que du bonheur de ce côté-là. Ensuite, pour revenir à votre policier, moi je pense que tout ça, aux zones de non-droit, aux zones perdues de France, moi je pense que tout ça, en tant que petit complotiste que je suis, est voulu quelque part. Hein. Ça rejoint un peu la mondialisation. Derrière tout ça, il y a un plan qui s'appelle le nouvel ordre mondial. Je suis surpris qu'on n'en parle pas plus sur les chaînes de radio. Enfin, vous en avez peut-être déjà parlé avec M. Gab d'ailleurs. Oui. Oui, donc je pense que vous avez absolument raison parce que c'est le même problème dans le pays de mon père, l'Italie, c'est le même problème aux États-Unis, c'est le même problème partout. On s'attaque à des repères, à des valeurs. On détruit les industries de chaque pays, notamment occidentaux, pour justement instaurer peut-être quelque chose d'autre par nos élites. Et derrière tout ça, nos élites sont aux ordres de certains cloches-fab, il le dit ouvertement. Hein. Cloche-fab que 75% des restaurants vont fermer. Suite à la vous parlez du patron de Davos qui a écrit La Grande Réinitialisation. Tout à fait, Monsieur Berkoff. Il a écrit un livre il a commencé à écrire un livre il y a à peu près 1 an et demi de ça. Il est sorti en juin ou juillet 2020. Il n'y avait pas de deuxième vague. Et dans son livre, tenez-vous bien, il disait que 75% des restaurateurs français allaient mettre la clé sous la porte. Écoutez, je n'ai pas encore lu le livre, mais je vais vous dire, ça m'intéresse beaucoup Alain parce que je me le suis procuré, je vais le lire et nous allons parler de ce livre parce que je voudrais vraiment, mais je n'en parlerai que quand je l'aurai lu pour savoir ce qu'il y a dedans. Mais je peux vous dire que c'est même un député français qui en a parlé, et c'est lui qui m'a mis la puce à l'oreille, et moi j'ai commencé à lire les articles de ce livre, et effectivement il dit ouvertement que 75% des petits indépendants vont mettre la clé sur la porte. Mais c'est partout en Europe, hein. C'est le même problème en Italie, mon père, partout en Europe, on s'attaque à nos repères, on s'attaque à notre façon de vivre, pour imposer une vision du monde qui est le mondialisme, et qui est derrière tout ça un petit peu le nouvel ordre mondial, que ce cher monsieur Sarkozy en a parlé aussi en 2009, faut pas l'oublier. Et pour moi, ça, ce qui m'a la puce à l'oreille, qui m'a fait un peu ouvrir les yeux et voir qu'il y a un problème un peu partout en France et notamment un peu dans le monde, c'est qu'en 2005, faut pas oublier que les Français ont dit non à cette Europe. À plus de 55%, et que Sarkozy l'a imposé, parce que s'il n'avait pas la France au niveau de leur plan, il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Et que le Schwab le dit ouvertement, hein, on a besoin de la France pour arriver à nos fins. Et je pense que moi, M. Macron n'est pas vraiment le président de la France, il est plutôt le commercial de Klaus Schwab et de tout ce qui suit. C'est mon avis personnel, ça ne regarde que moi. Non, mais vous avez le droit d'avoir votre avis. C'est le même problème en Italie, hein, c'est exactement le même problème. Aujourd'hui, en Italie, tous les repères des Italiens sont mis à l'écart. Aujourd'hui, il n'y a plus de repères. On détruit la famille, ils aiment en France, on s'attaque à l'enfance, pareil en Italie, pareil aux États-Unis. D'ailleurs, une fois, j'ai vu un discours de M. Trump aux États-Unis. Devant des milliers de personnes où il disait que ça m'a choqué d'ailleurs parce qu'il disait que le gouvernement communiste de Biden, comme il l'appelait, il disait qu'il voulait s'attaquer aussi à la famille et notamment aux enfants en autorisant de tuer des nouveau-nés de 9 mois. Oui, alors ça c'est c'est l'histoire, heureusement, vous savez, l'histoire de l'IVG à 9 mois, heureusement, ça n'a pas été voté, il ne manquerait plus que ça. En tout cas, c'est une vraie question, c'est des questions dont on va parler et merci en tout cas vraiment de vos témoignages parce que encore une fois on doit avoir question à tout et merci Nicolas Hazard de dire que en fait on peut faire des choses, ne pas croire que les jeux sont faits, ne pas croire que la mondialisation a gagné, ne pas croire que le désert français c'est fini, non, on va le faire.
Merci beaucoup Nicolas Hazard. Je rappelle votre livre Le bonheur est dans les villages, édition Flammarion. Et nous, on se retrouve dans quelques instants avec Brigitte Lahaye.